Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Radio Fringale. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview. Et oui, c'est la semaine peut-être la plus intense de l'année en termes de preview, avec un enchaînement de courses assez palpitant depuis le début de la saison. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Tirreno Adriatico, la course des deux mers qui se déroule chaque année en Italie. Et pour m'accompagner aujourd'hui pour parler de cette course transalpine, j'ai l'honneur d'accueillir deux des rares personnes qui peuvent enchaîner Paris-Nice et Tirreno Adriatico. J'ai la chance d'avoir Titien et Matt à mes côtés aujourd'hui. Salut Titien, comment est-ce que tu vas ? Bon, salut, ça va toujours bien. Effectivement, on a enchaîné les previews et avec même l'Estradé au début de la semaine. Donc là, semaine intense pour le podcast. Mais je suis très content de parler de Tirreno Adriatico. Peut-être la course Tirreno Adriatico 2025 qui mettra fin à la malédiction Christophe Moreau. Et pourquoi pas, enfin, un Français qui pourra gagner sur une course World Tour. Mais on en reparlera. Ah ouais, toi t'annonces la couleur tease, d'entrée voilà, là, il va se passer des choses pendant cette émission. Pour vraiment que tout le monde reste jusqu'au bout. Matt, comment vas-tu ? Eh ben écoute, ça va super. Là, je viens d'arriver en fait en Italie. J'étais sur mon vélo. Je suis parti de Nice il y a 30 minutes, donc je suis allé à toute vitesse. J'ai fait les watts de Pogacar pour être à l'heure. Donc super content. Et puis en plus, ouais, cette édition de Tirreno est hyper alléchante, un parcours original et assez inédit, donc c'est super intéressant et puis ça fait plaisir. C'est le retour du soleil en Italie, c'est le printemps, donc ça fait plaisir. Ouais, et puis on en reparlera assez longuement, mais on a quand même une start list qui est très ouverte et ça fait plaisir quand même quand on arrive sur les grosses courses World Tour. On a quand même eu une année où c'était assez vite cadenassé et que les favoris se résumaient à 2, 3, voire un seul nom. Donc là, je pense que ça va être hyper sympa aussi à décortiquer ensemble et à voir à quel point on s'est planté ou pas. Mais ça, c'est le secret de nos pronostiqueurs chez Radio Fringale. On ne va pas tout dévoiler aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour celles et ceux qui nous écoutent, merci de penser à mettre un petit like sous la vidéo ou sur le podcast, et puis également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez toujours rejoindre l'association Radio Fringale. Les liens sont dans la description, et à noter que pour les personnes qui nous ont soutenus avec le pack 2 à 25 €, qui comprenait une casquette. Les casquettes sont en transit. Voilà, elles ont été postées ce lundi, m'a-t-on glissé dans l'oreillette. Donc elles devraient bientôt vous parvenir. Voilà, donc on attend bien sûr la petite photo avec la casquette sur la tête, effectivement pour vous protéger de toutes les fringales qui pourraient arriver en 2025. Bon messieurs, avant de commencer, je vous ai quand même préparé un petit quiz. Parce que je vous ai écouté la dernière fois et j'ai appris que j'étais interdit de quiz, donc maintenant je suis obligé de les préparer. Voilà, à chaque fois. C'est toi qui anime l'émission. Dès que t'es là, faut que tu animes. J'ai compris. Et voilà, c'est ça. Il y a plus le choix. Donc voilà. Donc un petit quiz, trois questions qui vont être assez différentes. Bon, la première, ça devrait être de la rapidité. Déjà, est-ce que vous êtes prêts ? Parce que moi, j'enchaîne, mais on est prêt. Moi, en tout cas. Allez, première question. Je veux le nom d'un coureur qui a remporté le classement par points de Tirreno Adriatico l'an dernier. Jonathan Milan. Joli Jonathan Milan, qui avait aussi remporté 2 étapes. Voilà, il sera à nouveau aligné cette année sur la course italienne. Bon, deuxième question. Alors, deuxième question, c'est un petit peu plus technique. Là, vous allez me donner une réponse chacun à tour de rôle. Titien, comme tu as commencé, comme tu as bien répondu à la première question, c'est toi qui as la main. Il va falloir me citer des pays qui n'ont gagné Tirreno qu'une seule fois durant l'histoire de Tirreno. Et donc, chacun son tour, faut me donner un pays et je vous dis si c'est oui ou c'est non. Du coup, Titien, à toi l'honneur. Vous avez compris ? Ouais. Alors qu'une seule fois, est-ce qu'un coureur d'un même pays peut l'avoir gagné plusieurs fois ou c'est vraiment qu'une seule édition ? C'est qu'une seule victoire pour le pays. Par exemple, si Ok. t'as un coureur qui l'a gagné 2 fois, bah du coup ça compte pas. Ok.
Donc, le Danemark. Non, le Danemark, c'est faux. Ils ont gagné plusieurs fois. Voilà. Il y a Rolf Sorensen, je crois qu'il a gagné. Ouais, c'est parce que c'était l'époque de Tirreno, pas pour les grimpeurs. Eh oui, c'est ça. Alors, moi, j'en ai un, mais je sais, il est imbattable de toute manière. Vas-y. La Norvège. Yes, la Norvège. Alors, tu as les noms ouais. ou pas? Ouais, Vas-y. c'est Knut Knudsen. Ah, joli. Et l'année? Ça doit être 78, 79, parce qu'il bat Saroni sur son terrain. Presque 74. Non, 79. Non, pourquoi je me suis bon. planté? Il fait deuxième. Exact. 79. Alors là, chapeau. Parce que moi, en préparant, je l'avais pas. Ouais. Donc, je pense en avoir deux autres en plus. Bah attends, là c'est Atticien du coup, de trouver un pays. Il y en a des récents vainqueurs. Hein. L'Allemagne. Ouais, l'Allemagne. Joli. Alors là, je peux te dire que c'est Clauden. Je sens que c'est du pif, non? Ski non, je me souviens Clauden qui a dû gagner Tirreno, ouais, non? Ouais, exact. À sa période Astana. Exact. Ouais. L'année, tu... c'est de Astana 2006-2007, quoi. Ouais, 2007. Ouais, joli, voilà. Joli. Bien joué, bien joué. Matt, à toi la main. La Suède, avec Tommy Prim. Ouais. Si je dis pas de bêtises, ça doit être les années 80. Ouais, c'est ça, 84. La grande époque du cyclisme suédois. J'ai jamais trouvé ça. Ouais. Mais là, je pense que j'en ai un par contre. Ouais, vas-y. L'Australie. Cadel Evans. Yes, yes. Joli. 2010, c'est un truc comme ça. Ouais, 2011. 2011. Pas loin à chaque fois, mais Cadel Evans. Ouais. Il en reste deux. La Grande-Bretagne avec Simon Yates. Joli. Ouais. En année du Covid 2020. Ouais. Et il manque. Devant un autre Britannique, c'était devant Thomas, je crois en plus. C'était devant Geraint Thomas, exactement. Il en manque un. Je sais pas. La Pologne, Kwiatkowski l'a gagné. Alors après, je sais pas s'il y a un Polonais qui a gagné. C'est beau ça. Vous avez été bons les gars, c'est bien. Franchement, alors, je savais pas du tout s'il y avait un Sprouch ou un truc comme ça qui avait gagné dans les années 90 à un Tirreno, mais je sais que Kwiatkowski l'a gagné quoi en 2018. Ouais, 2018, voilà. Exactement. Franchement, bravo les gars, vous avez bien géré, Donc ça fait 3 points partout sur cette deuxième question. Titien a un léger avantage 4-3 avec la première réponse, mais comme la dernière question va être, les points seront quadruplés voire quintuplés, bien sûr, c'est celui qui remportera la dernière question qui aura le privilège. Ben oui, mais c'est la beauté du jeu, que veux-tu. C'est à qui suis-je, messieurs? C'est bon, vous êtes prêts, on y va? Allons-y. Alors, il faut trouver un coureur qui est sur la start list de Tirreno. Mon meilleur résultat au général de Tirreno est une 3e place. Mais sur une course par étape pour le tour d'une semaine, ma meilleure place est la première. Par 2 fois. 2, c'est aussi le nombre de monuments que j'ai remportés dans ma carrière. Je fais partie des vétérans du peloton. Mes plus grandes victoires sont arrivées après la trentaine, il y a 5-6 ans. Par contre, mon dernier succès remonte un peu. C'était lors de la 2e édition de la Mercantour Classique. Toujours pas de... joli, Jakob Fuglsang. Sur les grands tours, je n'ai jamais pu faire mieux qu'une 6e place, c'était sur le Giro. Je suis aussi vice-champion olympique. J'ai remporté 3 fois mon tour national au début de ma carrière et je prendrai ma retraite à la fin de la saison 2025. Je l'avais complètement oublié, Fuglsang, qui était encore dans le peloton, tu vois, qu'il avait gagné 2 monuments en plus. Moi, j'avais un doute sur les 2 monuments, en fait. Je savais qu'il y en avait un pour sûr, mais j'avais complètement zappé qu'il avait aussi remporté Liège C'est vrai qu'il avait gagné Liège en 2019, il remporte Liège et c'est Lombardie qui remporte en 2020. Ouais, il était trop fort en 2019. Sur ces 2 ans-là, et c'est là où il claque tous ces gros succès, hein, parce que c'est là où il gagne 2 fois le Dauphiné. Et mais là, il gagne sur la Volta aussi. J'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on le voit plus. Bah ouais, mais il est toujours chez Israël et il fait toujours des courses. Il fait un peu une Chris Froome, quoi. Il prend son chèque et puis... Donc comme je me suis dit qu'on n'allait pas en parler dans les favoris, du coup voilà, c'était... Ah non, je te confirme là. Ah oui, non, vraiment pas. Voilà.
Donc, bravo, Matt. Une victoire Bien joué. dans le quiz. La revanche Ce reste ta première Merci, victoire. La revanche de C'est Paris. C'est enfin ma première victoire. Enfin ma première victoire. C'est beau. C'est beau, magnifique. C'est pas parce que tu as gagné le quiz que tu vas prendre la parole après, parce que c'était prévu avant pour que tu puisses nous présenter le parcours de ce Tirreno Adriatico 2025, qui, on peut le dire, je crois, est un petit peu original par rapport aux années précédentes. Ouais, déjà, alors pas sur les 2 premières étapes en tout cas, hein, sur la première étape, c'est le prologue traditionnel de Lido di Camaiore, donc une dizaine de kilomètres, tout plat, pas une seule difficulté. On le sait, la route est relativement simple, donc il y aura pas des grands écarts, mais c'est toujours l'occasion de s'exercer hein, sur l'effort individuel, donc pas grand-chose à dire sur ce prologue-là, ni forcément sur la deuxième étape qui reliera Camaiore à Follonica. C'est exactement la même étape quasiment que l'année dernière, qui avait remporté Jonathan Milan. Donc quelques petites difficultés au début et en milieu de parcours, mais une étape qui est promise aux sprinters après une étape qui a donc 2 premiers jours de course qui auront été plutôt calmes avant un premier gros chantier de 239 km, donc une vraie étape marathon classique, j'ai envie de dire, de Tirreno Adriatico, entre Follonica et Foligno. Qui ressemble, je trouve, à une étape qui sera une course de côte malgré tout, mais il va falloir être sacrément endurant parce que là, il y aura des difficultés qui seront difficiles en fait, surtout dans le premier tiers de la course avant une belle partie plane, légèrement accidentée, mais rien de bien méchant. Et une dernière difficulté coupée en deux avec d'abord un vrai mur, 1,6 km à 9%, donc le Colle di San Lorenzo. Et après une montée qui, d'abord dans sa première partie, sera roulante vers Colfiorito, avant à nouveau de prendre des gros pourcentages. Ce sera pas une arrivée au sommet, il y aura une légère portion de plat, il n'y a quasi pas de descente. Donc ce sera un premier grand rendez-vous dès la troisième étape pour les prétendants à la victoire finale, surtout sur une étape de 239 km. C'est quelque chose qui se fait de moins en moins dans le cyclisme actuel, donc va falloir être sacrément solide en ce début de semaine sur Tirreno Adriatico. Moi, je t'annonce la juste quatrième que étape. cette étape, c'est Paul Magnier qui va la gagner. Voilà, c'est dit. C'est déjà établi. Tu penses? Ok. Voilà. La quatrième étape, je la trouve assez intéressante parce que pour moi, c'est une vraie étape pour Baroudeur pour le coup. Où je pense qu'elle sera escamotée hein, concrètement par les leaders hein, concrètement. J'ai oublié de signaler quelque chose sur la troisième étape, c'est qu'il y a un sprint bonus au kilomètre 170. Donc pareil, hein, le même modèle que sur Paris-Nice, les sprints bonus qui viennent animer souvent et qui forcent un peu, qui prennent la main en tout cas des équipes prétendantes à la victoire finale pour rouler se faire disputer les secondes de bonification au leader. Mais pour revenir à la quatrième étape entre Norcia et Trasacco, des belles difficultés hein, quand même. Déjà, ce sera un départ pas en côte, mais plutôt en col, avec le Forchat della Civita. Donc 14 km à 4%, donc roulant, mais de quoi faire mal, et puis de quoi faire partir une belle échappée. Je la trouve bien pensée, cette étape. Pour le coup, vous me direz ce que vous en pensez, mais en tout cas, elle est destinée pour les baroudeurs grimpeurs. Donc c'est très très intéressant. Surtout que ce sera un tour de circuit les 60 derniers kilomètres. Avant, une étape des murs qui n'en est pas vraiment une, je trouve. En tout cas, je trouve qu'il y a moins de murs qu'à l'accoutumée. Encore des villes nouvelles hein, qu'on va découvrir sur ce Tirreno. Il y a beaucoup de villes, beaucoup de petites localités qu'on n'a quasi jamais vues hein, sur Tirreno. Donc je pense à Foligno sur l'étape 3, Trasacco sur l'étape 4. C'est le cas de Pergola aussi. Ce sera la ville arrivée de l'étape 5 en provenance d'Ascoli.
étape avec des sacrés murs hein, dans sa partie finale. En tout cas, il y en a deux qui font bien peur, le Monte Santa Croce et le Monte della Serra, avec une arrivée en descente. Je trouve pour le coup que le fait de placer le premier mur bien plus difficile, qui ressemble à un véritable mur de 8, avant le mur un petit peu plus long et plus roulant, je trouve ça intelligent parce que ça peut favoriser une lutte entre les leaders et les punchers un petit peu prématurés. En tout cas, que ça évite la simple course de côte dans un tout petit col, un petit col roulant. Et puis bah, après, on aura entre guillemets l'étape reine, l'étape de haute montagne. Entre Cartocetto et Frontignano, donc une première partie bah, à l'italienne, hein, donc accidentée. J'ai pas le mot en italien, mais j'ai le mot en espagnol, donc avec pas mal de répétitions pour faire mal aux coureurs. Et puis de belles difficultés. D'abord le Passo delle Arete. Donc bah, moi j'ai noté 7,4 km à 4%, donc roulant mais très irrégulier, avec des forts pourcentages dans sa deuxième partie. Et puis après, bah, il y aura la montée vers Frontignano, donc 7,6 km à 8%. C'est un vrai col de haute montagne où il y a quasi aucun replat. C'est plus dur dans sa première partie, donc ça peut guider, on va dire, les coureurs du classement général à attaquer dans la première partie, en tout cas pour ceux qui voudraient faire des différences et ne pas attendre l'arrivée et simplement se disputer le sprint à l'arrivée. Et puis après, bah, la dernière étape, là aussi très traditionnelle, entre Porto Potenza, Picena et la classique San Benedetto del Tronto. Pas de chrono cette année, mais une étape pour les sprinters. Euh, J'avoue que les sprinters ne sont pas forcément régalés hein, sur ce Tirreno. Pour moi, il y a que deux étapes, voire trois, si l'étape de Trasaco est escamotée par les échappés et qu'elle n'arrive pas à se disputer la victoire. Mais bon, classique, une difficulté, une grosse difficulté dans le premier tiers de la course. Et puis après, bah, des tours de circuit autour de San Benedetto qui couronneront non seulement un vainqueur du classement général final et puis un sprinter. Est-ce que ce sera le même que sur l'étape de Follonica? À voir. Mais en tout cas, moi, ce parcours, je le trouve intéressant parce que c'est, dans l'idée générale, c'est ce qu'on a l'habitude de voir et ce qu'on cherche finalement quand on pense à Tirreno Adriatico. Mais le fait que ce soit beaucoup de nouvelles localités qui soient exploitées dans toute cette partie centre de l'Italie entre bah, la mer Tyrrhéenne et l'Adriatique, je trouve ça intéressant et je trouve ça inédit. C'est super original. Donc moi j'ai hâte de découvrir vos avis sur ce parcours. Bah, merci pour ta présentation. Matt, Titien, quel est ton avis sur ce parcours qui a été présenté par certains comme qui allait beaucoup plus convenir à des punchers, mais pourtant on voit quand même qu'il y a des difficultés, enfin même des cols, et notamment avec cette avant-dernière étape qui semble réservée pour les grimpeurs. Ouais, bah désolé, je vais être un peu cash, mais je le trouve tout pourri ce parcours. Enfin, hier, on a fait la preview de Paris-Nice et je trouvais le parcours assez incroyable, qui permet, avec des étapes très variées, qui permet une course de mouvement. Ici, t'as grosso modo un chrono assez convenu qu'on connaît par cœur. Voilà, t'as 3 étapes de sprint massif, t'as une étape pour sprinter costaud, et puis t'as 2 étapes, une étape de mur comme tu dis, Matt, qui ne l'est pas et qui est plutôt simple finalement, et puis cette étape où finalement l'avant-dernière où tout le classement général va se jouer avec une arrivée en montée qui n'est pas non plus insurmontable et qui pour autant est trop dur pour les punchers. Donc en fait, ouais, c'est pas un parcours qui il manque une étape de mur, clairement. Moi, j'ai encore souvenir de l'étape il y a 2 ans où Van Aert, à 50 km de l'arrivée, fait tout péter dans les murs et derrière, on a une bagarre non-stop. En plus, là, on met l'étape reine en avant-dernière étape, donc ça va un peu bloquer la course. L'étape de la veille, les montées n'ont rien d'insurmontable, donc les punchers, évidemment, pourront briller, mais je vois vraiment pas les écarts se faire. Bon, voilà, c'est pas un parcours qui m'inspire énormément. Ça laisse pas beaucoup de place à la surprise. On peut pas créer de mouvement de course sur un parcours comme ça, je trouve. Il est assez convenu. Il manque
il manque une étape ouverte et puis une étape de mur. Mais après, sur Tirreno, on est assez habitué à ce que ce soit comme ça. Donc, disons que la start list, pour moi, est beaucoup plus alléchante que le parcours. Voilà. Donc, non, c'est pas... Il restera pas dans les annales, celui-là, pour moi, en tout cas. Ouais, on va dire assez classique, hein. Là-dessus, vos deux avis se rejoignent. Il n'y a pas de folie, quoi. C'est un parcours de Tirreno, quoi, en gros. Ah oui, clairement. Voilà. Sans trop de folie. Bon, bah, puisque la start list est plus intéressante, je propose d'y passer tout de suite, hein. Il y a quand même pas mal de choses à en dire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter chacun rapidement un favori, et puis après, on ira vers les coureurs qui devraient animer cette semaine de vélo en Italie, et puis après, on aura nos surprises potentielles avant de faire forcément quelques petites fire bullets. Vous en avez l'habitude pour terminer l'émission. Bah écoute, Titien, je te propose d'enchaîner sur toi, ton favori à la victoire finale pour ce Tirreno 2025. Eh ben, on disait que sur la preview de Paris-Nice, on disait qu'on n'irait pas trop du côté UAE pour trouver le vainqueur selon nous. Je pense que là, il faut clairement aller du côté du UAE. Il y a quand même cette doublette Adam Yates, Juan Ayuso. Et pour moi, Juan Ayuso fait figure d'immense favori quand même de ce Tirreno Adriatico. Juan Ayuso, il doit s'imposer par rapport à Adam Yates pour avoir cette place de leader sur le Giro. On le sait, le premier chrono, il va très bien lui convenir. Il l'a remporté l'an dernier. Je crois que c'était le même parcours. Il avait même battu Filippo Ganna. Il a montré là sur les deux courses en Ardèche, notamment sur la Drôme, que grosso modo quand il plaçait une attaque, personne peut vraiment lutter. Je le vois parfois. Faut juste qu'il prenne le virage comme il faut à l'arrivée. Il faut qu'il prenne le virage comme il faut. Mais non, à part ça, Juan Ayuso, c'est quand même la star espagnole annoncée du cyclisme depuis longtemps, hein. On a l'impression que c'est un vieux briscard du peloton, Ayuso, mais il a 22 ans à peine. Il va avoir 22 ans toute l'année. Ouais. Ça fait déjà... C'est sa 4e année qu'il débute dans l'élite mondiale. Faut pas oublier que c'est le plus jeune podium de Grand Tour depuis près de 100 ans, quand il a fait son podium en 2022. Il a connu une année un peu compliquée avec pas mal de problèmes physiques et également des petites frictions avec l'équipe, mais j'ai l'impression que cette année, voilà, il est focus, il va reprendre sa marche en avant. Il va avoir un programme de course qui lui est vraiment adapté jusqu'au Giro et ensuite il devrait faire la Vuelta, donc il fera peu de courses finalement avec Tadej Pogačar. Il doit vraiment s'affirmer, Juan Ayuso, et je pense que ce Tirreno, c'est la première marche vers son pas son éclosion parce qu'on le connaît, mais vraiment la confirmation de tout le talent de ce coureur. Voilà, il a une classe de fou, donc ouais, je le vois déjà mettre une première mine sur le chrono. Il va vite prendre une avance à mon avis considérable sur Adam Yates avec ce chrono qui fera que Yates sera plutôt là en lieutenant, et franchement je vois personne pouvoir rivaliser avec l'Espagnol, donc vous avez peut-être un avis contraire, mais moi, ouais, j'ai du mal à voir Juan Ayuso perdre cette course. L'année dernière, il était deuxième. Malheureusement, Vingegaard était bien trop fort. Cette année, je pense que il passera le step au-dessus, et le Danois n'est pas là, ni son leader slovène, donc semble être pour lui. Matt, ton avis sur les chances d'Ayuso? Ce sera pas le meilleur espagnol de ce Tirreno Adriatico, je suis désolé. Non, plus sérieusement, oui, effectivement, Ayuso, là, le week-end qui vient de nous sortir en reprise sur la Drôme Ardèche, c'est juste exceptionnel. Et puis dans la hiérarchie UAE, je suis content qu'il exprime autant d'ambition et d'envie d'être un réel leader. Et je pense qu'il va, vu son mental et son caractère, il ne va absolument pas perdre l'occasion de détruire Adam Yates pour montrer que sur le Giro, ce sera bien lui le leader et qu'il roulera pour personne. Ce gars n'a même pas roulé pour Pogačar l'année dernière, donc je pense que pour les autres, il va pas rouler non plus. Et oui, en plus, le parcours lui sied bien, hein. C'est un parcours... déjà, le chrono, oui, effectivement, il avait explosé tout le monde l'année dernière. Et puis, cette espèce de parcours type puncher-grimpeur, ça lui convient très bien. Il a une excellente pointe de vitesse. Il est très bon. Quand il part au démarrage, bon courage pour le rattraper. Skelmozo est encore en train d'essayer de le rattraper. Ça fait 4 jours. Ouais, il va être... Pour la beauté du jeu, j'ai envie de dire que c'est pas le favori non plus unanime, mais quand on regarde la start list, effectivement, Ayuso, c'est l'épouvantail de ce Tirreno Adriatico, ouais, clairement. Ouais, moi aussi je suis d'accord avec vous, et je trouve ça intéressant ce que tu dis, Matt, sur Ayuso, et puis
son duel au sein de sa propre équipe avec Adam Yates dans l'objectif d'être leader de l'équipe sur le Giro. Ils ont le même programme de course pour aller vers ce Giro. Ils vont passer donc tous les deux par Tirreno et puis après ils feront les deux également le tour de Catalogne. Et clairement il y a cet enjeu là aussi qui sera présent. Donc ils ont tous les deux très bien commencé la saison sur des programmes un petit peu différents, même si Adam Yates a été loin d'écraser le Tour de Man. Ayuso, c'est clair qu'il paraît très très impressionnant là depuis ce début de saison, et autant peut-être avant ce week-end, moi en tout cas j'avais pas un petit doute, mais je me demandais dans quelle disposition il allait être, surtout vis-à-vis des soucis qu'il y avait eu dans son équipe l'année dernière. Il a quand même un contrat jusqu'en 2028 avec UAE, mais c'est plutôt rassurant en tout cas sur sa motivation à briller à nouveau sous les couleurs UAE. Donc ouais, je suis d'accord. Ayuso devrait être hyper costaud. On enchaîne avec ton favori, Matt? Ouais, alors moi c'est un coureur que je considère comme favori parce que déjà j'en attends beaucoup. Il a eu un hiver très très compliqué et pourtant il était intéressant sur le Tour d'Algarve, c'est Max Poole. Alors en termes de résultats, il finit que 13e au général. Il a été en difficulté, mais il revient d'un hiver vraiment vraiment galère où il a été malade, il a été blessé puis remalade. Donc préparation pas optimale, mais Max Poole, j'en attends beaucoup. En plus, le parcours, je trouve qu'il lui convient vraiment très très bien. C'est un excellent puncher qui a une très bonne pointe de vitesse, qui est capable de s'imposer, qui est capable de très bien grimper. Donc je pense que l'étape de haute montagne, qui n'est pas l'étape de haute montagne la plus effrayante du siècle, ne lui fait pas spécialement peur. C'est un coureur qui roule relativement bien, même des fois dans ses bons jours très bien. Il finit 11e sur le chrono du Tour d'Algarve. Non, 13e si j'ai pas de bêtises. J'ai inversé les positions. Non, moi c'est un coureur où j'en attends beaucoup. Cette équipe Picnic Postenel en plus m'intrigue. Son début de saison m'intrigue. Je la trouve performante autour de sa jeune garde sans pour le coup forcément toujours briller. Et je pense que Max Poole, dans cette start list qui reste relativement ouvert, ce qui peut venir embêter vraiment pour la victoire finale, j'espère. Mais je pense qu'il peut vraiment, vraiment viser un podium avec ce parcours que je trouve qu'il est très, très bien dessiné pour son profil de coureur. Ouais, c'est bien, entre Paris-Nice et Tirreno, tu te mouilles, au moins, Ah, moi, je suis optimiste. voilà, Toujours t'es optimiste. optimiste. Oui, Max Poole, bon, après, c'est un très jeune coureur encore. Il a éclos il y a 2 ans, il a notamment, il me semble bien, fait un excellent Dauphiné. Et puis l'année dernière, ça a été une saison un petit peu compliquée, et ses problèmes de santé, il me semble. Donc voilà, il reprend sa marche en avant. J'ai pas de doute qu'il sera un des plus gros animateurs de la course. De là à me dire que c'est un favori, voilà, ça me semble. Enfin, il faut l'imaginer rivaliser quand même avec les UAE, avec Simon Yates, etc. Donc pourquoi pas. Toujours est-il qu'il est pétri de talent, il est très jeune encore. Le problème de Max Poole, pour moi, comparé par exemple à Juan Ayuso ou Adam Yates, c'est qu'il va faire l'Estradé 2 jours avant Tirreno. Et mine de rien, l'Estradé, ça reste dans les jambes. Alors, quand tu t'appelles Tadej Pogacar, c'est pas un problème. Mais je sais pas, en fait, j'ai pas fait le lien entre les vainqueurs d'Estradé et comment est-ce qu'ils ont fait derrière sur Tirreno Adriatico, mais j'ai pas souvenir que c'est hyper commun quand même d'aller remporter, enfin d'aller briller en tout cas sur l'Estradé Bianche, de tout donner et d'être en forme ensuite pour faire le général de Tirreno. Donc c'est peut-être ça qui m'embête, mais sinon Max Poole, ouais, il a le potentiel en tout cas pour à minima faire un top 5. Donc c'est un des grands espoirs du cyclisme britannique. Il doit reprendre sa marche en avant, et c'est une course au profil qui lui va très très bien. Donc oui, je l'attends, mais encore une fois j'ai cette réserve par rapport à la présence d'Estradé juste avant. Ouais, puis c'est vrai que c'est optimiste. Il fait pas un début de saison en Algarve flamboyant. Ça reste un coureur qui
qui est jeune, qui a encore tout à prouver par rapport à ce niveau-là, quoi, qui est le meilleur niveau du monde du vélo. Donc ouais, moi je pense qu'il va être un peu juste dans le top 10. Ouais, il y a moyen, mais après de là à venir concurrencer, parce qu'en fait ce qui me gêne, c'est qu'à la fois il y a des coureurs qui ont une meilleure réputation, on va dire, un plus grand nom, un plus grand palmarès, donc qui apportent plus de garanties, et puis aussi d'autres coureurs euh, qui ont réalisé un début de saison beaucoup plus convaincant. On en reparlera peut-être un petit peu après. Donc c'est un peu à surveiller. Mais en tout cas, c'est clair que c'est un très grand espoir du cyclisme. Hein. Pareil, il est comme Ayuso, il a 22 ans, il vient de les avoir le 1er mars et clairement, ouais, ça devrait laisser entrevoir de belles choses pour les années futures. De là à remporter ou même être sur le podium de Tirreno, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, mais je serais surpris. C'est justement pour ça que je le défends, parce que en fait, il est un peu sous-coté, je trouve, sur les courses par étapes d'une semaine. Il est vraiment, moi, je le trouve vraiment très solide. Faire des top 5 de courses par étapes pour le Tour, il l'a déjà fait. Bon, c'était il y a 2 ans, c'était en Romandie, mais en tout cas, il l'a déjà fait. Et moi, je pense qu'il en est capable, et c'est pour ça que j'y crois autant. Après, c'était pas forcément mon nom numéro un, pour être honnête. Mais je voulais être original. Et comme je suis quelqu'un d'optimiste sur mes petits protégés, mes petits jeunes, je voulais absolument le défendre. Et ça fait l'occasion de parler de Max Poul et c'est très bien pour ça, effectivement. Du coup, moi, je vais enchaîner pour un nom un petit peu moins original. T'en as parlé brièvement, Titien. C'est Simon Yates. Simon Yates, donc qui est désormais au sein de la team Visma Lease a Bike. Donc voilà, et qui va courir contre son frère Adam et contre les UAE. Alors il n'a pas encore couru cette saison, donc on sait pas vraiment où il en est, mais moi je pense vraiment qu'il a toutes les cartes en main pour briller sur une course comme ça, avec déjà avec le parcours qu'il y a. Je pense que ça lui va plutôt pas mal, et également pouvoir marquer les esprits aussi avec son nouveau maillot, avec la team avec le team Visma. Je pense il apporte quand même plus de garanties que Huste-Brooks, qui est aussi aligné sur la course, donc qui devrait selon moi tenir les rênes de l'équipe. Alors après, à voir si de toute façon c'est pas sûr que la Visma prenne vraiment la course à son compte, vu la force du AE et puis surtout le statut de grand favori quand même d'Ayuso. Mais moi je vois bien Simon Yates réussir son entrée avec la Visma, parce que lui aussi hein, il faut qu'il apporte des garanties pour aller sur le Giro. Hein. Il y a le Giro et le Tour, les deux courses sont à son programme. Donc clairement je pense qu'il faut marquer les esprits dès maintenant, et ouais, je pense qu'il a toutes les cartes pour le faire. Ouais, c'est clair. Et puis, comme tu dis, c'est la lutte psychologique avant le Giro. On retrouve quand même beaucoup d'acteurs du Grand Tour italien, et notamment Simon Yates, qui court après ce Giro depuis maintenant son premier échec de 2018, quand il a failli 2018. gagner. Est-ce qu'il a pas passé est-ce qu'il a pas passé maintenant? Mais il vient pour se relancer. Il a raté sa saison l'année dernière. Hein, faut le dire quand même, dans les grandes lignes. Et du coup, on attend de voir ce que ça va donner chez Visma. Il sera un peu tout seul, parce que certes il y aura Canoë Brooks, mais que j'ai pas trouvé hyper flamboyant depuis le début de saison, et je trouve que le parcours lui convient pas vraiment. Après Simon Yates, on le sait, sur des chronos courts en prologue, il devrait être très bien. Donc pour moi c'est le principal adversaire effectivement du duo du AE Juan Ayuso Adam Yates. Donc oui, Simon Yates sur le podium, c'est une possibilité, mais c'est assez ouvert. Hein. Et ouais, il y a vraiment beaucoup de coureurs qui seront là en vue de préparation du Giro. C'est vraiment chouette d'avoir un premier aperçu de ce qu'on aura ensuite dans 2 mois. Moi, j'ai une petite réserve sur Simon Yates, c'est que t'en as parlé directement, il a pas couru encore depuis le début de saison. Alors,
Brooks fait pas le début de saison de rêve, hein, clairement. Parce que Tour d'Oman, Ah, clairement pas, non. Ouais. il était un peu loin de la vraie lutte. Clairement, le week-end, Dromardèche, bon, il est un peu passé au travers. Euh, le problème, ouais, Simon Yates, c'est le moment où, dès sa reprise, il va pouvoir prendre l'ascendant psychologique sur un Brooks qui me semble quand même. C'est un coureur qui est très fort, mais j'ai l'impression que mentalement, il est très faible et que j'ai peur qu'il prenne un sacré coup sur la tête par Yates. Parce que, ouais, après, Yates, c'est une année sur deux, donc la théorie voudrait que cette année, il soit absolument le monstrueux. Mais je sais pas, et Yates, j'avoue que le parcours, j'ai un peu de mal. Je trouve pour le coup, le parcours, c'est pas forcément ce qui lui convient le mieux, je trouve. Ah ouais, pourquoi? Bah, je trouve, je sais pas trop comment il va se débrouiller sans. Je trouve le parcours, il plaît pas, enfin, il s'y est pas tellement à des coureurs qui sont hyper offensifs et qui hésitent pas à partir de loin. Et je trouve que Simon Yates, tout offensif qu'il est, je trouve que j'ai peur qu'il soit bloqué dans des courses de côte. Alors après, il est très bon hein, sur la start list en termes de grimpeur pur, même de puncher pur. C'est un des meilleurs, mais j'ai peur qu'il soit un peu bloqué dans ces courses de 15-20 coureurs qui n'arrivent pas à se départager et que du coup, ces offensives, il n'arrive pas à les caler. Surtout que il a quand même un effectif, enfin, il a quand même une startiste de la Visma autour de lui qui est Oui, ça c'est plutôt sûr que c'est. intéressante. Mais ouais, j'ai peur que Simon Yates se retrouve bloqué en fait et qu'il n'arrive pas à être offensif. Bah, C'est tu juste vois, ça moi, où j'ai clairement, peur. l'étape des murs là qui arrivent à Pergola, je pense que ça c'est. Bah, Ouais, c'est mais on n'a même pas assez. Ouais, mais ça n'empêche que ça peut. Alors après, va falloir décoller Ayuso de la roue, mais. Enfin, pourquoi ouais, je sais pas. En tout cas, ça n'empêchera pas d'attaquer de loin, de partir à 30 bornes, d'essayer des trucs s'il veut. Hein. Ouais, Justement, bah, je trouve en que tout cas, j'espère. En tout cas, un j'espère. parcours plus typé pur, vraiment pur grimpeur, je sais pas si ça aurait été forcément. Il est quand même complet, Simon Yates, donc je trouve que là, ça lui va pas trop mal sur le chrono. Il va pas perdre trop de temps sur Ayuso, je pense. Donc, on Mm. verra. On verra. Messieurs, on peut enchaîner pour parler des animateurs que vous avez choisis pour cette semaine de Tirreno. Alors les animateurs, c'est à la fois ceux qui vont peut-être remporter des étapes, pourquoi pas se mêler à la lutte pour le classement général. En tout cas, c'est des coureurs qu'on devrait voir à l'avant cette semaine. Du coup, Matt, je te donne la main. Quel est ton animateur? Moi, mon animateur de la semaine sera Tom Pidcock, qui, on va pas se le cacher, fait un très bon début de saison. Alors, il a pas non plus. Alors, si on accepte l'Omloop, qui était clairement pas l'Omloop de la décennie, il a fait un très bon début de saison. Il a gagné la Loua Tour avec 2 victoires. Il finit troisième de la Ruta del Sol avec une victoire d'étape. Moi, j'en attends beaucoup parce qu'il y a pas mal d'étapes qui lui conviennent plutôt pas mal. L'étape des murs, déjà. Euh, puis j'ai hâte de voir vraiment ce qu'il peut donner du coup en étant redescendu avec une équipe de seconde division à l'échelon World Tour. Parce que là, vraiment, du coup, tous les espoirs, je pense qu'il va jouer le classement général. Parce que ça fait 3 ans qu'il nous parle de jouer des classements généraux. Donc, on va voir ce qu'il peut donner. Et puis, c'est un coureur qui est hyper offensif. Il y a pas mal d'étapes. Il y en a 3 en tout cas que j'ai coché pour lui qui sont super intéressantes. Donc pour moi déjà il y a l'étape des murs vraiment en numéro 1. La troisième étape vers Foligno, je trouve que l'ascension pareil elle lui convient plutôt bien. Et puis bah l'étape de Frontignano c'est de la haute montagne mais qui n'est pas non plus l'ascension la plus horrible. Et ouais je pense qu'il va être très offensif, il va pas hésiter. Bon, malgré tout, le fait que ce soit quand même Top Pitcock, son nom va être surveillé forcément. Mais bon, Pitcock, on le sait, quand il part au démarrage, quand il cale des attaques,
c'est pas tout le monde qui peut le suivre. Et puis, bah ouais, j'ai hâte parce que je pense qu'il incarne très bien l'esprit d'une équipe Conti Pro hyper offensive qui n'hésite pas à attaquer. Et je pense qu'il va être très intéressant à suivre, Monsieur Pidcock. Euh... Alors, je pense que ça va être un animateur, mais je pense pas qu'il jouera le classement général. Pour le coup, Pitcock, il mise beaucoup sur les stradés qui vont arriver. Pareil, je pense que s'il fait une course de fou sur les stradés, qu'il va chercher un podium, etc., d'une, il y aura une décompression, et de deux, il y aura une grosse fatigue. Faut pas oublier que Tirreno, quand même, c'est un jour et demi après la fin des stradés que ça reprend. Deuxièmement, Pidcock, sur le contre-la-montre, j'ai jamais trop vu s'entraîner sur un vélo de chrono. Certes, il était bon quand il était tout jeune, hein, Est-ce qu'il en c'était a un un bon Est-ce qu'il en rouleur. a un dans son Mais garage de depuis, vélo je de pense chrono? depuis, je pense qu'il a délaissé ça et je pense qu'il va se prendre une grosse valise sur ce. Faut pas oublier que ce chrono de Lido de Camaiore, c'est un pur chrono pour rouleur. Là, c'est si t'es une bête comme Filippo Ganna, tu t'éclates ou comme Jonathan Milan qui avait fait podium, il me semble, l'année dernière. Parce que grosso modo, t'as un aller de 5 km, un retour de 5 km et c'est que de la ligne droite. Tom Pidcock, le frêle Tom Pidcock qui s'habitue pas à son vélo de chrono, je pense qu'il va se prendre une grosse valise. Donc, ouais, je pense que. Enfin, en fait, il va être entre deux grands objectifs, Tom Pidcock, qui sont l'Estradé et Milan-San Remo, qui sont deux classiques qui lui vont comme un gant chacune, qui va viser, ou sur lequel il va viser la victoire, à mon avis. Bon, il va faire ce qu'il peut, en tout cas, pour s'en approcher. Et du coup, Tirreno, c'est un petit peu entre les deux. Voilà, je le vois bien. L'année dernière, c'est vrai qu'il a joué le classement général. Je vois bien, surtout sur l'étape des vallons, là, l'étape du vendredi, se montrer. Mais j'ai du mal à le voir vraiment jouer le classement général. Ouais, je le vois plutôt dans un rôle un peu de dynamiteur. Je pense qu'il sera vraiment loin après le chrono. Ça va être Est-ce que ça vaut le coup finalement pour lui? Après, s'il est très fort dans les boss, évidemment, ça. Enfin, il a tout le loisir de le jouer, mais. Ouais, je le vois un peu en décompression sur le début du Tirreno je serais très content par exemple s'il est vraiment animateur sur une étape à fond et qu'il va la claquer quoi. Ouais, je Ouais, suis moi assez, aussi, c'est ce que j'espère. Ouais. ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que bah, pour tout ce que tu viens de dire, en fait, il devrait cibler, je pense, une, deux ou trois étapes et les jouer clairement à fond et essayer de les gagner là-dessus. Mais il fait effectivement un très bon début de saison. Hein. Bon, il a dominé la Lula Tour. Il n'y avait pas eu de concurrence phénoménale. Hein, on va pas se mentir sur cette course, mais au moins il a eu le mérite de la gagner. On a déjà vu des coureurs de son calibre ne pas y arriver. Et et sa Ruta del Sol est très bonne aussi. Et clairement, là, il y a la start list a une autre gueule qu'à la Lula Tour. Donc ouais, ça montre qu'il y a un bon niveau de forme. Mais après, effectivement, ouais, ses objectifs, c'est les classiques. En tout cas, c'est pas le général de Tirreno. Ça va être vraiment des courses de prépa. Et je pense clairement qu'il va cibler. De toute façon, le chrono le premier jour, il sera encore en récup d'Estrade Bianche. Il y aura l'étape, pareil, l'étape pour sprinter du lendemain. Pareil, il va rester au chaud dans le peloton. Donc ouais, je pense que ça va être approché comme un entraînement. Mais par contre, sur les étapes qu'il va cibler, il va vraiment y aller à bloc, donc ouais, ce serait pas surprenant de le voir remporter une étape effectivement. Ok, bah si c'est bon pour Pidcock, on va passer du coup à toi, Titien. Qui est-ce que tu nous présentes comme animateur de la semaine? Ouais, j'avoue que moi je triche mais je fais un gros tir groupé en fait. Ah ouais. Je parlais T'as mis une équipe entière, ça fait comment? J'ai mis une équipe, j'ai mis une nationalité entière, mais c'est pour ça que j'ai fait un petit spoiler au début de l'émission. Je parlais des Français. Autant on faisait la preview de Paris-Nice, on a peu parlé des Français parce que c'est vrai que voilà, il n'y avait pas énormément de contenders pour le classement général. Là, si on repart pas avec quelque chose, franchement, je serais très déçu. On a toutes nos meilleures cartes qui sont sur Tirreno. David Gaudu, Romain Grégoire, Kevin Vauquelin, même un Valentin Paré-Peintre. Moi, j'attends beaucoup surtout de Gaudu et de Vauquelin. Clairement, on n'aura pas une opportunité comme ça,
une course d'une semaine sans ni Pogačar, ni Evenepoel, ni Vingegaard, ni Roglic. On a 2 Français, notamment Romain Grégoire et Kevin Vauquelin, qui roulent très très bien. Moi, je les attends très fort sur ce premier chrono. Tout dépendra encore une fois également de leur performance sur l'Estrade Bianche. J'ai peut-être un peu plus de réserve sur Romain Grégoire, à mon avis, que je vois comme un des grands favoris des Stradés. Mais Kevin Vauquelin, par exemple, alors, vu son début de saison, alors B16, je sais bien que le plateau était pas monstrueux, mais j'ai trouvé quand même très très impressionnant. Au chrono aussi, j'ai trouvé très impressionnant. Moi, clairement, Kevin Vauquelin, ça peut aller chercher un podium, voire mieux, je sais pas, mais en tout cas, je serais pas étonné qu'on ait un Français sur la boîte, parce que effectivement, il y a cette montée de l'avant-dernière étape qui est un vrai col, mais on n'est pas non plus sur de la haute montagne, des Vauquelin ou Grégoire. On a vu sur les dernières courses que la moyenne montagne, ça les dérangeait pas. Ils roulent super bien. Moi, ces 2 Français, je les attends. David Gaudu, j'ai un peu plus de réserve parce qu'il revient de blessure et que je pense qu'il va prendre une petite valise sur le premier chrono. Mais ouais, franchement, Kevin Vauquelin, Romain Grégoire, ça doit viser le podium parce que ils auront pas d'opportunités comme celle-là autre pendant la saison, j'ai l'impression, sur une course par étape d'une semaine. Donc ouais, je les attends très très fort. Donc Vauquelin va écraser Ayuso, du coup, c'est ça. Non, allez, si je fais un petit pari, je mets Kevin Vauquelin sur le podium de Tirreno Adriatico. C'est beau, c'est noté, ça aura été dit. Matt, ton avis sur les chances françaises sur cette semaine? Non, mais c'est très bien que tu parles de Grégoire et Vauquelin parce que les deux déjà s'étaient testés sur Tirreno l'année dernière sur un parcours qui était un petit peu plus montagneux et avaient été brillants avant de tous les deux craquer sur l'étape Rennes, si je me souviens bien. Ouais, et là, pour le coup, le parcours. Alors, je vois plus un Kevin Vauquelin qu'un Romain Grégoire parce que, pour le coup, Romain Grégoire, je le vois dans les archi grands favoris derrière Pogačar, évidemment, des Stradés. Et que je pense que malgré tout, on va jouer la carte David Gaudu. Parce que même s'il revient d'une légère blessure, il fait un très bon début de saison. Faut pas oublier qu'il a battu Adam Yates sur une ascension, même s'il finit 3ème du général à Oman. Kevin Vauquelin, par contre, il fait un sacré début de saison. Je pense qu'il est en train de passer un cap qu'on n'imaginait même pas finalement. Il est en train de... À lui tout seul, il porte l'effectif Arkea depuis le début de saison parce que il y a lui et les autres dans son équipe. En plus, il va être bien aidé. En montagne, il y aura Christian Rodriguez pour l'aider. En tout cas, à minima pour l'instant, parce que on n'a pas toute l'équipe. Mais Vauquelin, il peut largement viser un podium. Grégoire, je le vois plus viser une victoire d'étape, tu vois, par exemple sur les murs. Après, on a d'autres chances de Valentin Paré-Pinte à voir parce que je pense qu'il y a quand même un travail de préparation qui va être fait avec Mikel Landa pour travailler les automatismes pour le Giro, donc à voir. Et je suis pas vraiment sûr qu'il ait sa carte à jouer. Après, là où on a aussi beaucoup de chance, c'est sur les victoires d'étape. On a quand même des sacrés mecs pour aller contester. Je pense à un Paul Lapera qui, il est dans une forme un peu tangente, je trouve, mais il est capable d'en claquer une. Comment ne pas parler de Paul Magnier, qui, je pense qu'il est... Paul Magnier, tu l'avais cité, Titien. Parce que t'étais focus chance au général. Ouais, je l'ai pas cité, mais... Bon, on en parlera un petit peu après. Paul Magnier, il a 4 jours de course cette année. Son pire résultat, c'est 3ème. Voilà. Non, mais c'est incroyable. Et puis, quand on voit, je sais, il a fait sa petite blague avec Merlier, où il l'a battu en watts pur sur un sprint. Donc, non, vraiment, en tout cas, on a quasiment tous nos meilleurs coureurs français qui sont alignés sur Tirreno, et ce serait une très grande déception aussi à mes yeux si on n'a pas un Français dans le top 5. Si on en a un sur le podium, ce serait vraiment génial. Mais si on n'a pas de Français dans le top 5 avec les Français qui sont alignés sur Tirreno, je serais un peu déçu, quoi. Bon, en tout cas, avec tout ça, ça va donner de l'espoir à nos plus chauvins aux auditeurs. Donc tant mieux. Mais clairement, oui, il y en a, et je suis d'accord avec vous, et notamment sur Vauquelin, qui effectivement, je pense que le fait d'avoir terminé son premier grand tour, parce qu'il avait participé à la Vuelta, qu'il n'avait pas terminé, c'était en 2023, il me semble, ouais. L'année dernière, il a fini le tour. On sait qu'il a remporté une étape dès le 2e jour de course, et même si on l'a pas vu aux avant-postes,
c'est des courses et c'est des choses comme ça qui donnent la caisse à des coureurs de 23 ans et je sens une progression linéaire chez lui qui pour moi est plutôt rassurante et c'est vrai qu'il commence très très fort la saison et ben voilà, j'espère vraiment le voir perfer vraiment sur une course par étape World Tour. Donc ouais, grosse attente sur lui, mais voilà, je trouve que dans l'organisation de sa saison, c'est intelligent aussi. Il y a eu des premières courses début février, ensuite là une nouvelle course par étape au mois de mars. Je trouve voilà, c'est assez intelligent dans une approche des Ardennaises qui restent ses principaux objectifs du début de saison. Donc ouais, bien emballé par Vauclin. Je suis tombé sur quelque chose aussi, on aura peut-être une autre chance française avec un coureur qui va faire les Stradé, qui a fait un très bon début de saison, c'est Clément Berthet. Exact. Lui, il va faire les Stradé, alors c'est pas sûr qu'il fasse Tirreno, mais à voir. Mais en tout cas, s'il vient sur Tirreno, attention à lui, parce que Berthet, c'est pareil, il fait un début de saison, waouh. À suivre ouais, aussi. on n'a pas encore la start list définitive à l'heure où on enregistre, mais effectivement, peut-être qu'il sera de la partie. Et ben moi, messieurs, je vais vous parler d'un coureur canadien qui a remporté je l'attendais. une course espagnole au Gran Camino, et oui, c'est Derek G. Derek G, j'ai même hésité à le mettre dans les favoris, mais bon, après je me suis aussi rappelé le plateau qu'il y avait sur la course espagnole, donc il fallait pas non plus s'enflammer. J'espère que la Torne n'écoute pas, mais on parle quand même d'une course par étape où Magnus fait 3e, donc on n'est pas sur de la haute montagne, enfin voilà, sur une course de haute par étape de haute concurrence digne d'un plateau de Tirreno, mais ouais, je l'ai trouvé très très costaud et pareil, c'est une confirmation aussi parce qu'on a déjà vu des coureurs faire une grosse saison comme il a pu faire l'année dernière et notamment sur ce Dauphiné assez incroyable enchaîné par un Tour de France aux avant-postes. Et bah après un petit peu s'éteindre, on sait qu'il a 27 ans, donc on l'a vu l'âge des coureurs dont on vient de parler, c'est presque un vieux. Et bah voilà, je trouvais ça très convaincant. En tout cas, il arrive en forme. Il va aller sur le Giro cette année, donc hâte de voir ça. Et quoi de plus logique d'aller sur Tirreno et puis de se tester face aux meilleurs. Je pense qu'au niveau du profil, il a toutes ses chances. Il a vraiment de bonnes qualités pour voilà, il roule bien, c'est un bon puncher. On a vu sur le Tour de l'année dernière qu'il grimpait très bien aussi. Et ouais, à mon avis, s'il est pas sur le podium, il en sera pas loin à la fin de la semaine. Je pense qu'il ne vise rien d'autre qu'un podium de toute manière. Et Derek G, c'est progression, elle est dingue, hein, de Grégario Fou, animateur du Giro 2023. Qui est dans tous les classements intermédiaires, il est passé à véritable contender sur le Dauphiné, puis un des animateurs finalement du Tour de France, qui finit avec brio dans le top 10. Bon, effectivement, Gran Camino, c'était une course de reprise, il y avait à peu près personne en fait, clairement, hormis des Piganzoli, mais bon, est-ce que c'est vraiment le plus haut du plateau? Je pense pas. Mais ouais, Derek G, il est en rodage pour son objectif principal qui est le Giro, et je pense que G, si on le retrouve à la fin de la semaine, en plus excellent rouleur, hein, Derek G, faut pas oublier. S'il finit sur le podium de Tirreno, je vois pas grand monde qui pourrait être surpris finalement. Ouais, je suis plutôt d'accord aussi. Ouais, il m'avait impressionné quand même sur le critérium du Dauphiné l'année dernière, c'était vraiment très très fort. Il a l'air de commencer la saison sur des bonnes bases. Même en fait, ce qui est dur, c'est qu'il y avait tellement pas d'adversité au Gran Camino pour un coureur comme Derek G que ça se trouve en fait il est que 15e dans les hiérarchies sur ce Tirreno en termes de niveau de forme. Donc mais ça lui va bien ce Tirreno, c'est à la fois il est assez punchy Derek G, faut pas oublier qu'il bat au sprint sur une arrivée pour puncher Romain Grégoire sur le Dauphiné. Il grimpe bien, il roule bien, donc ouais clairement c'est un candidat au top 5 affirmé. Voilà, donc ouais,
je serais aussi pas étonné que s'il est 5e que si carrément il tutoie la victoire en terminant 2e ou 3e. J'ai du mal à le voir battre quand même des coureurs comme Ayuso ou Yates, notamment sur cette étape de montagne, mais j'ai l'impression qu'il va se battre avec ses armes et que avec ses armes il peut faire un très très bon résultat. C'est un coureur aussi que je serais pas surpris de voir sur le podium. Donc on va en tout cas en savoir plus après son Grand Camino, où c'est compliqué quand même d'avoir des certitudes sur son niveau. Ouais, c'est clair qu'on aura beaucoup plus d'infos et notamment en vue du Giro. Du coup, messieurs, je vois que l'heure tourne. Alors on a prévu des surprises. Alors je vous propose rapidement chacun de présenter votre surprise et puis après on passera au Fire Bullet. Je vais commencer. Je vais reparler de mon d'un de mes coureurs favoris. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas parlé, mais on n'a pas parlé du coup de l'équipe Red Bull Bora. Il a terminé pourtant 3e de Tirreno l'an dernier. C'est Jay Hindley. On l'attendait pas du tout sur Tirreno l'an dernier. Finalement, il fait un podium. On l'attend plus du tout, je pense, pour le cyclisme. Mais bon, écoute. Il est toujours très bon en Italie, il vit cette année le Giro en tant que lieutenant de Roglic, il a cette opportunité sur cette semaine de briller en tant que leader de son équipe qui sera associé à Florian Lipovic, donc je me dis pourquoi pas, finalement après avoir fait un résultat comme ça l'an dernier, il était au niveau de Juan Ayuso quand même dans les ascensions, donc ça lui a toujours bien réussi, je me dis pourquoi pas un podium en top 5 de Jay Hindley, je le vois pas du tout gagner, mais il s'est bien limité la casse sur des chronos courts, donc je me dis ouais, pourquoi de pas reprendre une marche en avant qu'il avait justement terminé sur ce Tirreno l'an dernier. Merci pour cette surprise. Effectivement, le Jay peut surgir à n'importe quel moment. Matt, quelle est ta surprise annoncée de la semaine? Johannes Stonmittet de la Decathlon AG2R qui a fait une très bonne semaine en Andalousie sur la Ruta del Sol, qu'il a fini 8e avec une dernière étape où il était parti en échappée comme un fou furieux pour essayer de renverser le général. Avec Johannessen, les deux comparses de Norvège. Stonmittet, je suis content de son début de saison parce qu'il revient d'une une saison 2024 un peu cauchemar où il a été... ça s'est très très mal passé pour sa première année en pro à la Visma et où il a cassé son contrat pour que ce soit racheté par Decathlon. Et c'est un coureur qui grimpe bien, qui est un plutôt bon rouleur, qui est encore très jeune, il a 23 ans. Il est né dans la meilleure année du siècle, si je n'ose dire, en 2002. Et c'est un coureur qui vraiment m'intrigue, qui est hyper offensif et j'ai hâte de voir s'il peut vraiment donner quelque chose dans le cas où il n'y a pas d'autres vraiment leaders désignés pour la Décathlon. Si jamais est-ce qu'il a envie de jouer le général, en tout cas, Stonmittet, faire un fond de top 10, je trouverais ça très satisfaisant pour ce coureur-là. Et il y en a toujours un sur Tirreno Adriatico qui arrive à se caler dans le top 10 alors qu'on l'attend pas. Et je me demande si cette année ce sera pas Stonmittet. Et c'est un coureur que j'apprécie et ça se passe plutôt bien en ce début d'année à la Décathlon. Donc c'est une petite, ce serait une grosse surprise, mais on n'est pas dépaysé avec mes surprises, donc ça va. Oui, effectivement, ce serait une belle surprise. En tout cas, c'est effectivement un nom à noter. Alors les gars, on n'a pas parlé des sprinters encore, donc du coup, ce que je vous propose de faire, c'est que je vais vous donner la liste des potentiels sprinters, et vous allez juste me dire qui parmi ces sprinters vous voyez dominer et rapidement pourquoi. Alors j'ai noté comme nom Magnier, Koch, Milan, Girmay, Bennett, Groenewegen. Peut-être que j'en oublie. Selon vous, lequel va dominer les 2-3 étapes là qui leur sont promises? Jonathan Milan, ouais. Enfin, je pense qu'on est assez d'accord. Voilà. Sauf l'étape un petit peu difficile où je vois bien Paul Magnier briller sur un profil plus difficile, mais Milan il va venir en plus avec son train là, avec les habituels Consoni, etc.
Ouais, c'est gros rodage. Hein. S'il est bien emmené, parce que Milan, j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'il c'est une sorte d'Alessandro Petacchi. Il faut vraiment qu'il soit emmené. Sinon, c'est on a vu avec Bruxelles-Kurn. Hein. Mais ouais, voilà. Mais par contre, quand il est très bien emmené, qu'il est lancé sur 300 mètres, c'est avec son style de poursuiteur là, c'est impossible à battre. Donc, si tout se goupille bien pour Jonathan Milan, ça devrait quand même être pour lui. Enfin, je pense que c'est le plus puissant de tous les sprinters. Ouais, parce qu'en plus, Coy, il a pas forcément les. Enfin, on sait, hein, la Visma, niveau train de sprint, c'est pas forcément. Enfin, c'est un miracle s'il arrive à en avoir. Et là, quand je regarde la start list, son lanceur potentiel serait Bentelet. Ouais. Ou Van Barle. Bon, quand t'as en face, par exemple, Paul Magnier peut être lancé par Encorn, ou Milan va être lancé par Steven. Bah voilà. Après, bon, Coy, il arrive toujours à bien se placer. Hein. Sur Kurn, il fait deuxième derrière Philipsen, mais. Je pense que Milan est trop fort sur les sprints massifs très très plats. En plus, c'est des routes italiennes, c'est ses routes. Et ouais, je vois bien Magnier en claquer une, puisque Magnier, je crois que on se rend compte à peine là de ce qu'on a entre les mains. Là. Ouais, et puis on a tellement envie qu'il en claque une là. Une belle grosse là dès le début d'année qu'effectivement ça va être à suivre. Mais ok, c'est noté. On note Milan, grand favori des étapes de sprint. Messieurs, j'ai noté quelques noms là pour les Fire Bullets. Alors je vous rappelle la règle rapidement. En gros, est-ce qu'il va briller cette semaine? Oui, non, et en une phrase, mais bien une seule phrase. Pourquoi? C'est bien sûr des coureurs dont on n'a pas parlé jusque-là. Richard Carapaz. Non, il brille jamais sur ses courses de préparation, donc je le vois pas. Je dis non également, car il est encore en Amérique du Sud là. Effectivement, un décalage horaire. Mathieu Van Der Poel. Non, il sera là pour lancer Philipsen. Philipsen est là, hein. Non, c'est pas. Non, mais... Dans tous les cas, non, parce que il sera en prépa pour San Remo, donc il vient faire des kilomètres pour ça, c'est 15 jours, 3 semaines de classique derrière. Eh bien, moi, je pense que oui, parce qu'il a un ego de champion et qu'en fait, comme il est trop fort, il va forcément en claquer une. Peyo Bilbao. Non. C'est dur. Non. Eh bien non. Geraint Thomas. Non. Ah non. Geraint Thomas, on le verra. Il est en vacances. On le verra 3 semaines dans l'année. Ce sera au Tour de France où il fera un top 10 et sinon on le verra pas. Puis voilà. Je crois qu'il va régaler les copains là, les Katko, les Ghana. Ouais, il va en profiter pour enregistrer quelques podcasts et puis voilà quoi. Ouais. Il a raison. Florian Lipowitz. Oui. Et pour moi, ce sera le vrai leader de la Red Bull Brabantse-Grohe en Italie. Malgré son début de saison très bizarre. Ouais, je pense qu'on va le voir aussi. Il sera là. Mikel Landa. Oui, bien évidemment. Ouais, il sera là Je pense qu'il est de retour au plus haut niveau. En deuxième rideau, entre 5 et 10, quoi. Alberto Bettiol. Non, car il aura un jour de course sur lequel il va briller et ce sera pas sur Tirreno. Pareil, je pense qu'il sera en pleine préparation de Milan-San Remo, donc non. Et pour finir, l'inévitable Magnus Cort. Non. Sur l'étape sprint difficile, pourquoi pas, mais sinon, même si... Après, il faut qu'il prenne de l'avance sur Pogacar, parce que si Pogacar il gagne l'Estradé, Kort Nielsen, s'il veut, parce que pour l'instant il y a 3 partout. Donc, il va être obligé d'en claquer une pour égaliser avec Pogacar. C'est le duel de l'année quand même. Ouais, c'est ça. Magnus devant Poggi, forever. Et voilà. Je propose, messieurs, qu'on termine l'émission là-dessus. En tout cas, merci pour vos analyses éclairées et puis pour tout ce que vous avez pu apporter sur tous les coureurs qu'on a pu présenter. Je pense qu'on a été très complet pour cette semaine italienne. Maintenant, avec tout ça, avec notre 3e preview de la semaine, on peut tranquillement se caler dans le canapé pour enchaîner Strade Bianche et puis les fameuses doubles journées Paris-Nice
Tirreno. Donc merci à toutes et tous de nous avoir écoutés jusque-là. Merci aussi pour votre soutien. Pensez au petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, avec un nombre de jours de course si important en une semaine, n'oubliez pas, de vous alimenter, car la fringale guette. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Copains. Ciao et vive Mikel Landa.